15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Opportunités vers des emplois de qualité pour une économie inclusive. Donc un séminaire organisé par le ministère de l'économie et des finances. Et 65 migrants ont été secourus près de Tenerife et une personne est décédée. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu hier un vibrant hommage à la mémoire de feu maître Arif Mohamed Arif, figure emblématique du barreau djiboutien et personnalité connue et appréciée à Djibouti. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris le décès de feu maître Arif, un érudit du droit et une référence dans le monde de la pratique judiciaire chez nous, a indiqué le chef de l'État, louant également l'aptitude du défunt à l'éloquence et à la maîtrise de la langue française. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré ensuite le président de la République, exprimant ses condoléances attristées à la famille, aux proches et amis ainsi qu'à l'ensemble des compatriotes avec lesquels il a tour à tour travaillé durant sa longue et brillante carrière. Décédé hier à Djibouti, feu maître Arif était un honnête père à la tête d'une importante famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Djibouti Palace Kempinski a servi d'auditorium ce matin pour un atelier présidé par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé. Cet atelier de haut niveau était axé sur la présentation d'un rapport crucial intitulé « Diagnostic du secteur privé, améliorer les conditions de création d'emplois et de qualité dans une économie durable ». Le rapport a été élaboré par la Société financière internationale de la Banque mondiale et vise à identifier les défis et les opportunités pour le secteur privé dans la création d'emplois de qualité dans une économie durable. Et dans son discours d'ouverture, le ministre a souligné l'importance de ce rapport dans la formulation des politiques économiques efficaces et la promotion d'une croissance inclusif. Il présente une analyse approfondie de la situation économique actuelle de Djibouti en mettant l'accent sur les obstacles à la création d'emplois de qualité. Il identifie également les secteurs clés qui ont le potentiel de générer des emplois et de stimuler la croissance économique, tels que le tourisme, les infrastructures, l'agriculture, les technologies de l'information et la communication. Ce dit rapport sur le diagnostic du secteur privé constitue une étape cruciale dans la promotion d'une économie dynamique et inclusive à Djibouti. Écoutons pour plus de précision l'intervention du ministre de l'économie et des finances. C'est un constat que nous-mêmes nous avions dressé, que nous-mêmes nous étions dans le processus de corriger, en tout cas pour ce qui concerne les anomalies ou nos faiblesses. Ça veut dire que ce sont des constats qui sont faits en général dans les pays qui sont similaires à Djibouti. La particularité de Djibouti est que, et on le savait, que le constat confirme également, c'est la faiblesse du rôle du secteur privé dans l'économie nationale. Et cette faiblesse, elle représente un risque. Parce que pendant très longtemps, l'État a représenté quasiment tout. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, je le répète, le tout État comme modèle de développement, ce n'est plus tenable. Et ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible. On veut créer des conditions de vie meilleures, on veut créer des conditions, des opportunités pour nos jeunes, pour la jeunesse, pour notre avenir, construire notre pays. On doit construire le secteur privé de façon très sérieuse. Mais comment construire maintenant si nous ne travaillons pas ensemble, si nous ne sommes pas à plusieurs? Une seule main ne lavera pas notre corps. On a besoin de voir un secteur privé qui lui-même communique, c'est l'autre constat qui est sorti, qui dialogue, qui organise par filière pour avoir des échanges fructueux avec le gouvernement. Ensuite, le constat explique, ou en tout cas fait le même constat, le document fait le même constat, sur certaines questions qui sont essentielles. Le coût de l'énergie revient.
le secteur des télécoms et son rôle dans le développement et la transformation revient. L'organisation de la gouvernance de chaque secteur revient. Quand on parle de la gouvernance, c'est la façon dont nous organisons le secteur, la clarification des rôles de chaque acteur, etc. Mais au-delà, il y a également, et c'est surtout un point qui est également essentiel, c'est le financement, l'accès au financement par rapport aux PME, par rapport aux très petites entreprises. On le savait également. Il faut apporter des réponses à tous ces constats qui sont réels. Ceci étant dit, l'effort de l'État pendant de longues années était constant également. Il y a eu beaucoup de sacrifices faits. On a vu, j'ai eu l'occasion de parler, pas plus tard que la semaine dernière, dans le secteur de l'immobilier, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. L'Institut des études diplomatiques a accueilli la cérémonie de lancement d'un séminaire intitulé « La résolution des conflits ». Présidé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, cet événement a rassemblé de nombreux acteurs clés du domaine diplomatique. La salle de conférence de l'Institut était remplie d'une atmosphère d'anticipation et d'enthousiasme alors que les participants issus de divers horizons se préparaient à discuter des stratégies et des approches pour résoudre les conflits internationaux de manière pacifique. Le ministre Mahmoud Ali Youssouf a ouvert la cérémonie en soulignant l'importance de ce séminaire dans le contexte mondial actuel où les conflits se multiplient et les tensions internationales sont souvent à leur paroxysme. Et les sujets abordés au cours de ce séminaire comprendront les principes de base de la diplomatie, les techniques de médiation, les négociations diplomatiques, la résolution des conflits dans des contextes complexes, ainsi que l'importance du dialogue interculturel pour prévenir les tensions et favoriser la paix. Dans le cadre de notre projet conjoint avec l'Institut d'études diplomatiques et le consortium NIRAS et COSPE. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre collaboration à la demande de notre partenaire et est basé sur l'expression des besoins et répond à l'excellence visée par l'Institut d'études diplomatiques. C'est donc ensemble que nous avons ainsi élaboré ce projet comprenant 5 séminaires, comme l'a dit Monsieur le ministre, et 2 conférences pour renforcer les capacités, mais aussi la coopération entre l'Union européenne et Djibouti. L'Union européenne a le plaisir de collaborer avec l'Institut des études diplomatiques de Djibouti pour la réalisation de ce séminaire « Résolution des conflits, médiation et négociation » qui sera donc co-animé par 2 experts d'exception dans la thématique, son Excellence l'ambassadeur Ahmed Araita Ali et le professeur Arthur Boutelissa. Compte tenu des scénarios mondiaux et subrégionaux, la connaissance des enjeux de la paix et de la sécurité est de plus en plus stratégique et d'actualité pour l'ensemble des pays de la Corne de l'Afrique. Ceci a été démontré dans le récent passé lorsque Djibouti, fidèle à sa réputation de terre d'accueil et d'échange, a tout de suite répondu présent lorsque les nations européennes et du monde lui ont demandé son soutien pour l'évacuation de leurs ressortissants depuis le Soudan. Cette semaine, l'objectif est de renforcer les capacités de gestion des crises politiques par la négociation et la médiation du personnel diplomatique et les autres cadres du pays. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a indiqué que l'Institut des études diplomatiques poursuivait sa mission de formation et de recherche dans le domaine diplomatique en contribuant à la construction d'un monde plus pacifique et harmonieux. On écoute le chef de la diplomatie djiboutienne. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour pouvoir discuter donc des négociations, des médiations, des résolutions des crises. Et nous avons avec nous un expert international. J'aimerais dire quelques mots également sur les conflits, le thème qui nous intéresse ce matin. Nous vivons dans une région qui est extrêmement troublée. La Corne de l'Afrique, comme vous le savez, vit depuis quelques années des situations de crise, d'abord des crises internes politiques, donc la Somalie qui depuis près de 3 décennies essaye donc de sortir de cette fragilité, vulnérabilité politique. Djibouti a récemment pris la tête de l'IGAD lors du sommet du 12 juin et à ce titre des responsabilités nouvelles
donc, nous ont été confiés par les pays de la région et nous nous efforçons donc d'apporter notre contribution à ces situations de crise qui, comme vous le savez, perturbent non seulement la région, mais posent également des problèmes à la communauté internationale, tellement la crise humanitaire qui s'en est suivie devient de plus en plus ingérable. En nouvelle nationale toujours, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, a présidé ce matin une formation régionale sur les accords bilatéraux de migration, de la main-d'œuvre et de recrutement éthique. Cette formation va durer du 3 au 6 juillet prochain et se déroulera à l'hôtel Acacia. Et vont prendre part donc à cette formation les experts des pays membres de l'IGAD, de l'Afrique de l'Est, afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance et de la migration en main-d'œuvre et de la protection des travailleurs migrants. L'objectif de cette formation vise à renforcer davantage le cadre juridique et les acteurs clés impliqués dans les questions migratoires des pays membres. En effet, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, facilitera la participation des États membres couverts par ce programme et donnera un appui constant pour la réalisation de ce programme financé par l'UKED. De main-d'œuvre sûre, régulière et humaine. Les États participants ont signé un communiqué et un appel à des priorités et des actions prioritaires pour l'élaboration de politiques efficaces en matière de migration, ainsi que pour la rédaction, la négociation et la mise en œuvre d'accords bilatéraux sur la migration de main-d'œuvre. Et écoutons également à présent l'intervention du ministre du Travail qui est intervenu lors de cet atelier. Formation à laquelle vont prendre part les experts des pays membres de l'IGAD et de l'Afrique de l'Est va contribuer à l'amélioration de la gouvernance de la migration des main-d'œuvre et à la protection des travailleurs migrants. Elle vise le renforcement institutionnel du cadre juridique et les capacités des acteurs clés, des hauts fonctionnaires impliqués dans les questions en les outillant dans le domaine de normes juridiques internationales. J'ai saisi cette occasion pour remercier vivement l'OIM de son appui permanent à nos programmes et d'avoir facilité cette initiative. Je salue également les hauts niveaux de collaboration et de coopération existants entre tous les pays présents à cette formation pour promouvoir une migration sûre et ordonnée. J'exprime à la fois ma reconnaissance et ma gratitude à l'UKD qui finance ces projets et je vous remercie pour la confiance que vous avez accordée à notre pays pour abriter cet atelier crucial pour les enjeux migratoires. En effet, les migrants sont des ressources humaines avec des compétences et des qualifications qui peuvent contribuer au développement des pays d'accueil. Les valeurs de solidarité et de respect des droits humains doivent guider nos actions dans la gestion du flux migratoire. La migration du travail doit répondre à des normes et à des procédures de recrutement éthique. Contrat de travail en main, cette formation va vous permettre de franchir une nouvelle étape et de renouveler vos visions pour établir une migration de travail sûre et ordonnée. Pour compléter l'encadrement juridique des recrutements éthiques, mon département, qui a adopté en 2018 un test réglementant les conditions d'exercice des agents privés d'emploi APE, chargé de déployer la main-d'œuvre locale vers l'étranger, compte ratifier la Convention internationale numéro 581 sur les APE pour compléter son dispositif juridique. Tactique et technique de l'armée djiboutienne a abrité ce matin une cérémonie de clôture de 4 stages de spécialités élémentaires dans les domaines de l'armement, petit calibre, la gestion des matériels et de l'approvisionnement, la mécanique auto-génératrice et l'inframaçonnerie. Cette cérémonie présidée par le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a été organisée au profit des lauréats militaires qui ont suivi cette formation à la direction centrale du matériel des forces armée djiboutienne. Comme il est de coutume de le faire, la troupe d'honneur composée du personnel féminin des armées était aux premières loges pour accueillir le chef d'état-major général des armées.
3 et des devoirs majeurs. ogtahay ilwaadey markiiaan askari gala carligaynu leenahay ebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray tahay ilwaadey markiiaan askari gala carligaynu leenahay. Et dans la suite chronologique de cet événement, la cérémonie qui a débuté par la revue des troupes faite par le chef d'état-major s'est poursuivie par une lecture d'un verset coranique, d'une présentation de la cérémonie faite par le lieutenant Saïd Tabet et de la proclamation des résultats réalisés par le lieutenant-colonel Mohamed Hassan, président de la commission des examens. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le chef d'état-major général des armées, messieurs les officiers supérieurs, honorables invités, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la cérémonie de fin de stage qui sont déroulées à la DCMAT dans une période de 9 mois portant sur des formations techniques dans le domaine suivant. La formation certificat technique premier degré armement petit calibre, dite ABC. La formation certificat technique premier degré gestion matériel abro, dite GMA. La formation certificat technique premier degré mécanique autogénératrice MAG. Et la formation certificat technique premier degré CT1 maçonnerie. En général, tout d'abord, permettez-moi en général d'apporter un détail sur la nature des stages qui ont été suivis et qui portaient essentiellement sur des formations au certificat technique de premier degré, à savoir la formation CT1 armement petit calibre, la formation CT1 gestion matériel à pro, la formation CT1 mécanique autogénératrice et la formation CT1 infra maçonnerie en génie. Ces formations, lancées sur directive du haut commandement militaire, s'inscrivent dans le cadre du cycle de formation 2022-2023. Ces formations, lancées sur directive du haut commandement militaire, s'inscrivent dans le cadre du cycle de formation 2022-2023 et ont été réalisées dans un chrono de 9 mois dans l'enceinte de la direction centrale du matériel. L'objectif de cette mise en formation est de rehausser la capacité opérationnelle de notre armée en dotant nos ateliers du potentiel humain compétent pour répondre aux exigences éventuelles. Mon général, il serait judicieux de rappeler aussi que la réussite de ces formations a été accomplie grâce à l'étroite collaboration et coordination du Centre de formation de la DCMAT et le Bureau de formation des armées de la DRH, sur la base de la planification, de l'organisation et de l'élaboration de programmes de formation. Le taux de réussite est 95% avec 3 échecs pour la filière CT1 APC.
58% avec 7 échecs pour la filière CT1 GMA, 78% avec 7 échecs pour la filière CT1 MAG et 75% avec 3 échecs pour la filière CT1 Infra. Sur ce, mon général, j'en viens maintenant aux résultats pour citer uniquement les 3 premiers de chaque spécialité qui seront ensuite récompensés en guise de distinction. Pour la filière CT1 MAG, premier, caporal Ahmed Ali Gelle. Deuxième, caporal-chef Mohamed Abdou Moumin. Troisième, caporal-chef Hussein Abdourahman Mohamed. Pour la filière CT1 Infra, premier, caporal Mohamed Ahmed Gelle. Deuxième, caporal Elmi Barre Dihoud. Troisième, caporal Yassine Omar Ahmed. Pour la filière CT1 APC, premier, caporal-chef Mustafa Mohamed Jama. Deuxième, caporal-chef Dahir Toukale Igue. Troisième, sergent Awale Ali Ismail. Pour la filière CT1 GMA, premier, caporal Mohamed Elmi Qaurah. Deuxième classe Ahmed Mohamed Ahmed. Troisième, deuxième classe Ahmed Aden Bouh. Et par la suite, les premiers de chaque promotion ont reçu les félicitations du chef d'état-major qui leur a décerné avec l'assistance du chef d'état-major de la Défense, du sous-chef d'état-major de la Défense et du chef de la division OPS les diplômes et certificats relatifs à ces formations. Enfin, le général Zakaria et les lauréats des stages donc se sont regroupés face caméra pour marquer la journée avec la traditionnelle photo de famille. Et en ce même instant, il n'a pas été manqué de faire le dua de cet événement juste avant le départ du SEMGA. La cérémonie de clôture de cette formation militaire s'est finalement achevée autour d'un pot préparé à cet effet. مريات كان كوني من خير الله خير أبيه حسب الله ونحرس أبيه مضى الله ونحرس قبرها الله ونور قيام الله وشفيع قاضي شيخ البلد شيخ اسمه الله ونحرس جماعة عدد كل جيران ورب الله ونحرس بلد كني بلد آمن الله خير لأن يرتا ما أنت مرتي شهادون جلسية حفلة الوقت ثاني الله سبحانه وتعالى إلى يكون يدلك ودي يديت وفعل الله خير وصلي اللهم على سيدنا محمد الفاتح. Santé à présent, le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et le soutien financier du fonds italien a organisé un atelier de formation des associations à base communautaire sur les moyens de prévention et de prise en charge des patients atteints de paludisme. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile dans la prévention et la prise en charge correcte des médicaments antipaludiens prescrits par les prestataires de soins. La formation s'est déroulée sur 5 sessions de 2 jours chacune et a ciblé plus de 100 participants issus des associations de la commune de Boulaos, cartographiées par le ministère de la Santé. Le lancement officiel de cette formation a été fait par la directrice des programmes de santé prioritaire, Mounira Ali Ahmed, le directeur de la DPS, Abdillahi Aye, et le représentant adjoint de l'OMS, Farhad Hassan Farah, dans la salle de réunion de la direction des programmes de santé prioritaire. Et concernant les festivités commémorant le 46e anniversaire de notre indépendance, l'ONG Qatar Charity a organisé hier après-midi une cérémonie des fêtes pour les orphelins. Cette journée a servi de cadre pour ces enfants afin de leur inculquer le patriotisme dans le cœur et d'élever une nouvelle génération qui aime, sert et célèbre le pays. Sur le site, différents stands de jeux a été donc en place dans le cadre de cette journée, tir de fléchettes, tir au but, chamboule-tout et jeux de boules. Cette cérémonie a vu la participation de la directrice de Qatar Charity, responsable de la fondation du Diwan al-Zakat, le représentant du ministère des Affaires sociales, le directeur général de l'ONG Ar-Rahma, et ainsi que les enfants. Rappelons que l'ONG Qatar Charity, à travers la prise en charge des orphelins, vise à former une génération équilibrée physiquement et psychologiquement. Elle cherche également à offrir un service de qualité à ses parrains et à répondre à leurs divers besoins en concevant des programmes et des activités qui tiennent compte de toutes les exigences et préoccupations des orphelins.
iyaga ayaan L'ambassade de Djibouti auprès de la Fédération de Russie a organisé une réception à Moscou pour célébrer le 46e anniversaire de notre indépendance. Harbi Saïd Moussa, chargé d'affaires à l'ambassade de Djibouti à la Fédération de Russie, a accueilli les invités pour la plupart des chancelleries amies de la République de Djibouti, ainsi que les étudiants et étudiantes, les élèves officiers djiboutiens qui suivent une formation à Moscou. Célébration également, mais cette fois-ci en Inde, où sous l'égide de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Inde, Issa Abdullahi Assoué, la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance de Djibouti a eu lieu cette année à Hyderabad, dans l'état du Telangana, région qui accueille 95% des étudiants djiboutiens en Inde. Cette cérémonie a vu la participation des hauts dignitaires de l'état du Telangana, en la présence du ministre de l'Intérieur de l'état du Telangana et l'héritier de la royauté du Telangana, ainsi que les étudiants djiboutiens, avec pour invité d'honneur les diplomates de l'ambassade de Djibouti en Inde. Et sport à présent pour clore l'actualité nationale. Direction Obok, l'ambiance était festive et l'engouement était palpable lors du lancement des Jeux d'été dans le nord, précisément à Ulma, dans la région d'Obok. La discipline sportive au programme était la course de dromadaire, une tradition ancestrale dans cette localité. L'objectif était de revivre les jeux traditionnels qui ont rythmé la vie des habitants depuis des siècles. Plusieurs participants se sont présentés
Pour prendre part à cette compétition de dromadaire, les 3 premiers ont été honorés sur place lors de la cérémonie de remise des récompenses. Les responsables du secrétariat d'État au sport ainsi que le président du conseil régional ont également pris part à cet événement. Le lancement de ces Jeux d'été marque un tournant dans la vie sportive de cette localité. C'est la première fois que la compétition de dromadaire est organisée avec autant d'ampleur. Elle sera désormais perpétuée chaque été dans la région de Boko. Les autorités locales ont promis de tout mettre en œuvre pour que cette tradition perdure et qu'elle soit même développée dans les années à venir. Avec dans tout son staff, on est venu ici pour lancer la course des dromadaires. Ça, c'est une édition donc inédite et ces activités sont organisées dans le cadre de la planification qu'ils font dans la période estivale. À cet effet, donc, je voudrais, en ma qualité de président du conseil régional de Bok, donc, remercier le secrétariat d'État de sport avec à sa tête son excellence Hassan Mohamed Kamil et je remercie également madame la secrétaire général, Mme Khadija Ibrahim Idriss, qui est avec moi ici, et les directeurs de région également, qui sont ici pour lancer cette activité. Et je profite de cette occasion également pour dire que vraiment ce secrétariat fait beaucoup d'efforts pour que le sport donc, soit vivant. Et aujourd'hui, donc à travers la nation tout entière, on a vu dans tous les résultats qui sont leurs. Et aujourd'hui, à Obok, cette spécificité, c'est la première fois, comme l'ont dit les locales qui sont ici, c'est la première fois qu'on organise dans la course de dromadaire au niveau national. C'est une façon également de valoriser un peu le patrimoine de notre région. À cet égard, encore une fois, j'ai dit un grand merci à l'équipe du secrétariat d'État au sport. Suivons également l'intervention de la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss. Région d'Obok, plus précisément la localité de Ulma, pour la deuxième édition de GDT, mais plus précisément c'est pour la première fois mettre en œuvre la première édition, la course au dromadaire. Comme vous le savez, le chemalier se retrouve à Ulma, c'est parce que ce sont ces chemaliers surtout qui font l'accueil au niveau de chaque délégation qui arrive à Obok. Et comme vous le savez, Obok, c'est la région de, comme on l'a dit, terre des sports et d'excellence. Nous avons initié une activité qui s'intitule la course au dromadaire. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Ulma pour lancer cette course qui s'est bien déroulée, bien sûr. Et nous remercions infiniment le soutien de nos sages qui sont ici, ainsi que la jeunesse qui sont présentés et nous les remercions. Nous remercions aussi les présidents du conseil régional qui est toujours d'un soutien indéfectible auprès de notre département, auprès de sa région et auprès de toute la jeunesse. Nous les remercions infiniment. Actualité régionale à présent, les événements des 7 jours de liberté en Somalie ont été conclus et clôturés par le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, et à Mogadiscio. Les célébrations qui ont duré 7 jours se sont achevées et coïncidaient avec les jours de l'année marqués par les fêtes d'indépendance de la Somalie et de Djibouti, ainsi que les fêtes de la Eid al-Adha. Le gouvernement de la Somalie a mis en place donc un comité composé de plusieurs membres du gouvernement, des fonctionnaires, des hauts cadres de l'État, d'organiser les événements de ces jours. Et les dirigeants de la Somalie, dont le président Hassan Sheikh Mahmoud, ont prononcé également différentes et d'importantes interventions lors de cette cérémonie. La Somalie est en train de construire un État et le président Hassan Sheikh Mahmoud a sensibilisé le peuple tout entier sur les valeurs du nationalisme, de la coopération et de la libération du pays. Et certains même luttent contre le terrorisme en Somalie.
Et actualité internationale pour clore cette édition, 65 migrants ont été secourus hier près de Tenerife alors que leur embarcation naviguait près du sud de l'île. Un bateau de sauvetage et un patrouilleur de la garde civile les ont escortés jusqu'au port de Los Cristianos. Une personne avait déjà été décédée à bord, une autre dans un état grave a été transportée à l'hôpital. Samedi, l'ONG Caminando Fronteras avait confirmé la mort de 51 migrants dans un naufrage. Ils tentaient eux aussi de rejoindre les Canaries depuis l'Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.